Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, je rends toujours grâce à Dieu de nous permettre de nous réunir et de pouvoir avoir cette belle communion. Grâce à lui, rien n'est impossible. Je tiens d'abord, avant de commencer, et j'espère que déjà vous avez tous bien mangé, je vous souhaite encore bon appétit et bonne digestion. Vous demandez simplement que nous puissions respecter une minute de silence. Mais pourquoi une minute de silence? Une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs des luttes pour les indépendances et des droits et libertés de la personne. À l'endroit de tous les innocents, femmes et enfants, martyrs des conflits politiques, martyrs des conflits pour la course au leadership, martyrs des conflits ethniques, martyrs des conflits tribaux, des luttes contemporaines pour la démocratie. Je vous demande une minute de silence. Alors, je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier mon frère Benoît. C'est rapide, mais c'est symbolique. C'est symbolique. Je voudrais remercier. Je vais me tourner vers le cercle et vers mon frère Benoît. Et le remercier profondément du fond du cœur pour tout ce qu'il a pas comme travail pour cette communauté africaine. J'ai dit que le CERCLAD, il fallait qu'un centre comme le CERCLAD existe afin de mener vraiment la réflexion au niveau aussi de la diaspora. Et elle mène en tant que telle une réflexion très dynamique et le CERCLAD fonctionne sur des bases et des fonds endogènes. Et quand Benoît le précise chaque fois, fonctionner sur des bases et des fonds endogènes, cela interpelle effectivement à ce que nous souhaitons, ce que nous désirons pour l'Afrique. C'est un développement d'abord endogène que nous recherchons. Et donc je vais aussi me tourner vers vous, vous remercier d'avoir bravé ce temps de foi et venir malgré tout dans le respect, partager ce que les uns et les autres ont effectivement à vous annoncer. Alors, donc, sans tarder, je démarre vraiment ma conférence. Ce dont je veux vous entretenir aujourd'hui, c'est effectivement attrait à l'Afrique, au continent africain, peut-être particulièrement à l'Afrique subsaharienne. Donc, la dynamique du changement social, je crois que c'est un terme qui est très lourd, un terme très difficile, un terme sociologique. Il peut y avoir des sociologues parmi nous. Je ne vais pas les chatouiller, je ne vais pas les déranger. La sociologie, c'est un domaine effectivement très vaste. Mais je donnerai des définitions sociologiques et je donnerai des définitions scientifiques, afin que chacun puisse voir dans quel sens il peut juger vraiment ce que c'est que vraiment le changement social et qu'est-ce qui sous-tend vraiment la dynamique du changement social. Mais le changement social, j'en fais une vie éditoriale aux éditions DHA. Pourquoi les éditions DHA? Les éditions DHA ont été simplement créées pour valoriser l'art et la culture africaine en Amérique du Nord. Mais, parce que vous l'avez bien démontré autour de cette table, que le combat est d'abord culturel. Et ce combat culturel, il faut le mener sur beaucoup de fronts. Certains collègues éditeurs m'ont demandé, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas en Afrique que tu es installé et c'est au Canada que tu es installé? Je dis, ben, effectivement, parce que je vois que les outils de diffusion, de dissémination des activités littéraires est beaucoup plus facilité et que nous manquons, nous ne sommes pas présents en tant que tels dans la base de données des universités et des grandes institutions étrangères. Et le combat à ce niveau, il faut que nous insérions nos auteurs dans ces bases de données-là. Et il faut être à l'extérieur pour pouvoir le faire. Mais cette conférence, elle est donc supportée, à mon avis, enfin, je la donne au nom des éditions DHA, au nom de la compagnie d'art DHA, parce que quand je parle d'édition DHA, c'est deux compagnies en un. Comme vous avez vu, j'ai fait circuler les livres pour voir les œuvres d'art qui couvrent les livres sont des œuvres d'art qui sont personnelles, c'est ma propre création. Alors, donc, nous supportons les auteurs en accompagnant leurs écrits avec
de l'art. Et c'est de l'art qui est purement produit par des Africains et par un Africain. Donc une maison d'édition qui fonctionne en tout cas sur des bases à 100% endogènes. Parce que ce que nous cherchons d'abord, c'est nous libérer. Libérer les consciences et libérer les ressources. Et ceci est très important. Mais cela se fait aussi en harmonie avec le réseau international des élites africaines au service du développement de l'Afrique. Donc vous voyez, il y a deux images qui sont représentées. Donc le premier logo est le logo des éditions DHA et le second logo est le logo du réseau international d'élite africaine au service du développement de l'Afrique. Mais j'y reviendrai là-dessus. Alors donc le plan de ma présentation serait d'abord de vous brosser brièvement les problématiques et enjeux du thème du colloque. Parce que je voudrais vraiment m'arrêter sur vraiment cette problématique qui est très importante d'abord avant de commencer là où je dois aller. Et l'intellectuel ou l'intellectuel, c'est qui, où se trouve l'intellectuel africain et son rôle dans la société africaine. Et présenter l'Afrique et sa diaspora. Nous avons, parce que ce colloque nous replace en Afrique et en même temps nous projette à l'extérieur de l'Afrique, dans sa diaspora. Et c'est quoi la dynamique du changement social? Et je donnerai quelques définitions, les facteurs de motivation et les agents qui sous-tendent vraiment ce changement social. Et je présenterai brièvement ma maison d'édition, la maison d'édition DHA et le RIASDA, le réseau international de l'élite africaine au service de l'Afrique. Et je ferai une brève conclusion. Alors, pour la problématique et enjeu du thème du colloque, je dis que je m'attellerai beaucoup sur l'Afrique subsaharienne, parce que c'est la partie la plus meurtrie en tant que telle du continent africain. Et cette Afrique subsaharienne, on dit Afrique subsaharienne parce qu'elle se situe au-dessus du Sahara. Et c'est toute l'Afrique en tant que telle, sauf le Maghreb et l'Égypte, si on veut le concevoir. Parce que beaucoup d'hommes souvent pensent que l'Afrique du Sud ou bien les Madagascar ne font pas partie vraiment de l'Afrique subsaharienne. Mais si on dit Afrique subsaharienne, mettons tout ce qui est en bas de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est 4 régions en tant que telles, une région ouest africaine, une région ouest, est, centrale et australe. Elle comprend 48 pays, si mes statistiques sont bonnes, 48 pays et 910,4 millions d'habitants, selon les statistiques de 2012. Mais comme je le dis, c'est la partie du continent la plus démunie, la plus endettée et la plus instable politiquement. Il n'y a pas de retenue dans les propos. Ne disons pas que quelque chose est beau quand c'est pas beau. J'ai dit que je me refuse à jouer au rôle de l'intellectuel qui dépeint son continent comme un continent qui est extraordinaire et qui est bien, que tout est parfait. Il y a des avancées qui se font, mais il faut toujours mettre la main, là aussi, sur des anti-progrès, des anti-avancées, comme je peux dire. Alors donc, c'est la partie du continent la plus démunie, endettée, instable politiquement. Et généralement, l'Afrique est composée de 54 pays. 54 pays parce que nous ne cessons pas de créer encore des pays. Il faut toujours des divisions alors que nous parlons d'union. Mais des pays se créent successivement. Donc je crois que c'était de 52 États, 53 États, nous sommes à 54 pays. Et dans le dernier grand rêve, je prévois que aussi il y a le Cabinda qui peut-être s'ajouterait un jour pour faire 55 pays, on ne sait jamais trop, parce qu'on n'a fini pas d'en créer. Alors, donc 54 pays, c'est une multitude de frontières, suite vraiment à un morcellement, à une balkanisation. Donc, et aussi, l'Afrique, c'est 6 siècles de traite, d'esclavage et de colonisation. Donc, pourquoi je dois mettre ce tableau devant vous? Parce que c'est très important, parce que nous allons parler du changement social. Alors, on ne peut pas parler, donc, on ne peut pas parler de changement social sans contextualiser historiquement ce dont nous voulons parler, sans parler des références. Sans parler des références et des référentiels. Ceci est très important. Et c'est le morcellement de ce continent et comme je dis, sa balkanisation a entraîné effectivement en tant que tel la désagrégation des entités socio-culturelles qui étaient déjà structurées en royaume et en empire. Donc il y avait déjà un mode de fonctionnement qui était vraiment interne à l'Afrique, avant que on change les empires et les royaumes en États qu'on appelle les États modernes d'aujourd'hui. Alors, donc, tout changement social dont nous allons essayer de parler, qui ne tiendra pas compte de cette réalité, c'est l'heure. Donc, le changement social dont nous allons parler doit effectivement restituer le contexte historique et le concept culturel dans lequel ces pays, ces empires-là étaient
Et ces nations étaient en avant. Alors, mais le constat que nous, généralement, le constat que nous pouvons faire, tous, en tant qu'Africains, c'est que malgré ce passé sulfureux et douloureux, donc je disais que 6 siècles de traite, d'esclavage et de colonisation, les peuples africains et la diaspora sont malheureusement toujours meurtris, sont toujours confrontés aux pires difficultés politiques, sociales et économiques, voire aux pires néo-humiliations. Beaucoup d'entre vous ont déjà étalé ces néo-humiliations. Tu vois? Et plus loin, je parlerai effectivement de ces néo-humiliations, de ces formes de subjugation encore du noir. Donc, malgré les 50 années d'indépendance, nous voyons que les 50 années d'indépendance qui ont été célébrées avec faste ont été sporadiquement dominées, voire couronnées par des divers conflits de leadership et ethniques, et même arrosés même des génocides. Alors, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des femmes, il y a des enfants qui sont en train de subir encore les courroux de certaines personnes. Nous voyons bien que nous pouvons situer le cas actuellement en Afrique du Sud, en Afrique centrale, ce qui se passe. Nous n'aurons actuellement aucune personne, aucun Africain, et nous n'aurons pas le continent. Ce qui se passe au Congo dépasse l'entendement. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, c'est encore ridicule. Donc, il faut situer les mots, il faut utiliser les verbes, il faut utiliser les attributs comme il se doit, afin que ce réveil que nous attendons, effectivement, puisse venir. C'est pour ça que nous parlons de changement social. Parce qu'on ne peut dire qu'on ne peut changer que d'un état, effectivement, lamentable vers un état, effectivement, fécond et productif, et qui donne l'harmonie. Alors, donc, mais dans tous ces constats que nous faisons, quand nous présentons le continent d'une certaine manière générale, qui n'est pas favorable à nous-mêmes, cela est dû effectivement à des paradoxes que nous pouvons noter. Et le plus grand paradoxe, c'est de voir que nous parlons d'intellectuels. Mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui que l'Afrique n'a pas d'intellectuels. L'Afrique, il a bon des intellectuels en Afrique. Si l'intellectuel est celui qui connaît, celui qui sait apprendre, qui sait raisonner, qui est doué de raison, mais l'Afrique est comblée d'hommes et de femmes doués de raison. Mais malheureusement, toutes ces femmes, nous avons des femmes et des hommes qui sont dotés de savoirs très pointus et très compétitifs, donc des intellectuels en tant que tels que des élites. Je mets tout le monde, je dis que tout le monde est intellectuel et élite, mais nous verrons bien les définitions plus tard. Et que le continent aussi est l'un des plus riches de la planète en ressources naturelles. Et voilà les deux paradoxes. Comment est-ce que nous pouvons avoir des intellectuels? Comment nous pouvons avoir un continent sur lequel abondent toutes les richesses possibles? Et effectivement, dépeindre ce même continent de manière dramatique. Donc voilà le questionnement. Voilà la grande question. Alors, il est donc essentiel de se questionner sur la nature. D'abord, les raisons et les utilités de ces savoirs. Il y a certains de mes panélistes qui ont déjà présenté la situation. Parce que nous parlons de la nature, la raison et l'utilité de ces savoirs pour le continent africain. Parce que, je m'excuse, parce que ça c'est mon heure de prière. Que le Seigneur me pardonne pour manquer l'heure de prière, mais c'est pas grave. Je pardonne. Ok. Donc, quand on parle de savoir, donc nous devons nous questionner si ces savoirs vraiment nous sont profitables. Quel type de savoir nous avons en Afrique qui puisse nous permettre effectivement de remettre le continent sur les rails? Est-ce que le savoir que nous avons acquis est un savoir qui est effectivement utile pour nous, pour notre continent? Ou c'est un savoir qui doit être recontextualisé, que nous devons nous réapproprier d'une autre forme de savoir qui puisse nous permettre vraiment de nous comprendre et de faire avancer vraiment les choses? Alors, il est aussi important de voir, de connaître l'identité, la localisation, le rôle et le devoir des détenteurs de ces savoirs. Donc, qui sont ceux qui se disent intellectuels? Où sont-ils et quels sont leurs rôles effectivement, afin que ce savoir-là puisse vraiment servir? Comment les interpeller en tant que tels? Et maintenant, quant aux richesses que nous avons, c'est effectivement de nous questionner en tant qu'Africains l'utilité de ces ressources naturelles et à qui ça profite, ces ressources naturelles. Alors, donc, quel intellectuel ou élite comme acteur du changement social? Donc, nous posons donc le colloque nous amène effectivement à réfléchir si effectivement
quel type d'intellectuel ou d'élite nous faut-il pour effectivement amener ce changement social. Alors, je dirais bien que j'aimerais prendre des grosses définitions et vous donner toute la définition possible de ce que c'est qu'un intellectuel. Mais je me dis que quand il y a une unanimité sur un individu, sur une personne qui nous a donné un exemple, il faut ne pas aller chercher loin. Il faut donc chercher en cette personne-là ce que nous pouvons tirer vraiment comme élément de définition. Alors, je prends le cas de Nelson Mandela, et paix encore à son âme, qui disait je prenais 3 définitions. 1, 2, 3. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Ça, c'est le 1. Le 2, il disait qu'il restera pour toujours cette accusation et ce défi lancé à tous les hommes et à toutes les femmes de conscience. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps avant que nous disions tous, trop c'est trop? C'était à propos de l'apartheid en 1990. Et en 3, il dit, quand mon dernier jour viendra, je veux que ceux qui resteront disent, l'homme qui gît ici a fait son devoir envers son pays et son peuple. C'est en 1999. Je vois que M. Mandela est très humble, comme nous l'avons dit. C'est une personne qui est vraiment comblée vraiment d'humilité. Il fait preuve vraiment d'humilité parce qu'il dit envers son pays, qu'on se souvienne, qu'il dise envers son pays et son peuple. Mais plutôt aujourd'hui nous voyons que c'est envers le monde entier, envers l'humanité. Il devra même éduquer la planète aujourd'hui, puisque tout le monde parle de lui. Donc c'est vraiment, Mandela est une icône planétaire. Et c'est dans cela que je m'amène à donner une définition personnelle de l'intellectuel. Je disais que l'intellectuel s'assimilerait à toute âme libre. Parce que pour pouvoir penser, il faut être libre. Vous ne pouvez pas penser pour un peuple lorsque vous êtes déjà sous le joug ou lorsque votre soma est sous la dominance d'autres entités. Alors donc l'intellectuel s'assimilerait à toute âme libre, érudite, il disait instruite et douée de raison, par excellence et consciente de sa propre mission terrestre, qui reconnaît et accomplit avec loyauté, abnégation et humilité sa part de responsabilité, son devoir de sensibilisation et d'éducation des masses en vue du bien-être de son peuple, mais au-delà de celui de toute l'humanité. Son érudition et sagesse salvateur, altruiste, non secteur, non réducteur et non condescendant. C'est la définition à laquelle j'aboutis. Vous pouvez la partager et comme nous pouvons en discuter. Alors, l'intellectuel ou l'élite est-il un véritable acteur du changement social? C'est le questionnement que nous posons puisque nous en avons des intellectuels en Afrique. Mais encore, je reviens encore à un des grands des temps de notre siècle. C'est Mahatma Gandhi. Donc, d'abord, Mahatma, c'est, je crois bien que cet attribut lui a été donné en Afrique du Sud d'ailleurs. Et nous venons de célébrer un grand homme de l'Afrique du Sud. Mais Mahatma, ça veut dire seulement grande âme. Donc le terme grande âme lui a été donné parce que c'est un monsieur aussi qui s'est vraiment investi dans la défense des droits des plus faibles. Et Mahatma Gandhi disait que les 7 forces sociales de l'humanité sont la politique sans principe, la richesse sans travail, le plaisir sans conscience, la connaissance sans volonté, les affaires sans morale, la science sans humanisme et la religion sans sacrifice. C'est en cela que je complète ma définition de l'intellectuel pour dire que lorsque nous disons que nous sommes intellectuels, est-ce que nous vivons cet état d'être intellectuel? À quoi ça nous sert d'être intellectuel si effectivement nous ne l'accomplons pas de vertus d'éthique morale? Et c'est ce que Mahatma Gandhi nous demande. C'est l'éthique qui fait l'intellectuel. Sans l'éthique, on n'est pas intellectuel parce qu'on ne roule que par son soma. On est égoïste. Vous voyez? Donc je me disais, où se trouve donc le péché? Où se trouve donc le péché des intellectuels africains? Alors, donc il est aussi essentiel que je dise, que je continue, que je poursuis, vous verrez bien que nous sommes dans la société africaine dans une crise de vérité. Il y a une crise de vérité, je prends le conflit ivoirien, ce n'est qu'une crise de vérité. C'est parce que le mensonge a dominé, le mensonge a complètement souillé notre terre. Que personne ne pouvait se lever pour dire où se trouvait la vérité. Et même la justice même a failli de dire la vérité. Donc lorsque les institutions qui sont censées dire la vérité ne disent pas la vérité, alors nous avons un problème. Lorsque les aînés qui sont devant nous, qui sont censés dire la vérité, ne disent pas la vérité, nous avons un problème d'éducation sévère.
C'est une crise terrible de vérité. Alors, la culture de la vérité ou de la recherche de la vérité ne peut se faire sans des hommes et femmes intègres. Le changement que nous voulons, ça passe par des hommes et des femmes intègres, qui vivent de par leurs convictions, qui vivent de par leur savoir, mais leur savoir est vraiment imprégné de conviction et de sincérité. Donc, ils sont animés d'une conscience historique sereine et d'une mémoire culturelle inébranlable. Je remettrai encore le débat, je ramènerai tout le débat dans la conscience historique et dans la mémoire culturelle, parce que ce sont les deux ingrédients qui permettent vraiment à l'individu de s'affirmer en tant que tel, de se connaître et de pouvoir marcher au pas et de pouvoir se défendre. Alors, pourquoi nous parlons effectivement de culture de vérité? Je reviens encore à Mahatma Gandhi qui disait, et là, pour l'intellectuel, pour montrer comment l'intellectuel doit agir, pour montrer comment l'intellectuel doit articuler sa pensée, comment il doit s'en tenir uniquement qu'à dire la vérité. Parce qu'un intellectuel qui ment, ce n'est pas un intellectuel. Il ment pourquoi? Il ment peut-être sous l'effet de la peur, il ment sous le fait de la précarité, il ment sous l'effet de sa propre protection. Donc il ne dit pas la vérité. C'est pour ça que nous avons des médias qui déforment la pensée des gens, qui nous mentent, qui nous présentent les choses à l'envers en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'ils le disent, ils ont leur propre ambition. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en mentant, ils détruisent des milliers de vies. Donc je crois bien que si l'homme vit de la vérité, nous progressons. Alors Mahatma Gandhi dit, ne t'excuse jamais d'être ce que tu es. Ne t'excuse, je vous en prie, ne t'excuse jamais d'être ce que tu es. Acceptez. Beaucoup de gens, surtout les ignorants, veulent te punir parce que tu dis la vérité. Pour être correct, pour être toi-même, ne t'excuse jamais d'être correct et d'être des années en avance sur ton temps. Si tu as raison et que tu le sais, laisse parler ton esprit, même si tu n'es qu'une minorité. La vérité reste toujours la vérité. Donc je ne sais pas s'il y a une pensée encore beaucoup plus énorme pour moi qui pourrait définir ce que c'est que l'intellectuel qui vit et s'anime par rapport à cette pensée de Mahatma Gandhi. Et ceci est très très important. Alors donc si nous revenons aujourd'hui, alors où se trouve donc l'intellectuel africain? L'intellectuel africain est disséminé aujourd'hui. Une partie se trouve sur le continent africain, mais aussi une partie se trouve sur le continent, à l'extérieur du continent africain. Et les raisons pour lesquelles cette diaspora et cette population africaine se trouve à l'extérieur et qu'on nomme aujourd'hui par diaspora, il y a une raison fondamentale, c'est que les raisons qui nous amènent ici sont diverses et chacun peut exprimer ce qu'il veut exprimer. Mais nous savons que nous sommes diaspora parce que nous avons un lien avec notre pays d'origine, avec un continent d'origine. Lorsque vous n'avez plus rien à voir avec l'Afrique, que vous avez coupé le cordon ombilical avec votre pays parce que vous n'avez plus de parents, vous n'avez plus de relations de famille, vous n'êtes plus considéré comme une diaspora, mais vous vivez quelque part d'autre où vous pouvez servir, mais sans donner en retour ce que vous devez donner à votre pays.